Je pense qu'il y a un trade-off un peu naturel quand on met en place une stack data entre le court terme, donc on a envie d'aider tout de suite, de faire la query qui va débloquer la personne à T plus 1 heure, et on a aussi envie de, à long terme, créer des tables qui sont faciles d'utilisation, de les mettre dans un outil sur lequel les personnes sont formées, peuvent faire les outils eux-mêmes. Donc il y a un peu toujours ce trade-off entre j'ai envie d'aider la personne, peut-être de lui faire son dashboard sur Metabase et la débloquer, et d'un autre côté il faut garder en tête qu'on doit dédier une partie significative de notre bande passante au long terme, à la formation, au choix d'outils, à rester cultivé en quelque sorte sur l'écosystème data qui évolue très vite. Et donc c'est des choses sur lesquelles on dédie du temps, quitte à parfois faire des arbitrages sur des quick wins. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Coralie Bedbédé-Deschelette, ingénieure de l'école polytechnique spécialisée en data science. Après un moment en conseil et en stratégie, elle rejoint Joko en 2021 en tant que data lead. Joko, c'est une start-up montée en 2018, application mobile de shopping. Bonjour Coralie. Bonjour Marc. Alors Coralie, est-ce que tu peux nous parler de Joko ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors Joko, on est une app de shopping. Alors on a des produits B2C dont la mission est de permettre à nos utilisateurs de faire du shopping plus intelligemment. Ça peut être en augmentant leur pouvoir d'achat via du cashback en ligne en magasin, des codes promo appliqués automatiquement, du paiement en plusieurs fois, également de gagner du temps avec par exemple des alertes automatiques en cas de diminution de prix de certains produits. Et on a un dernier axe sur lequel on met beaucoup l'accent cette année, qui est un axe responsibility pour permettre à nos utilisateurs de faire du shopping de manière plus responsable. Donc une des features cœur de cet axe-là, c'est un tracking de l'empreinte carbone de nos utilisateurs qui se fondent sur leurs transactions bancaires. On pourra peut-être revenir plus en détail là-dessus par la suite. Et donc on a une application mobile et des extensions de navigateurs également sur mobile et sur desktop. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est de connecter cette app à la banque pour qu'elle ait un peu accès justement aux données qui permettront de calculer l'empreinte carbone, entre autres. Ouais, exactement. Donc, on a une étape de connexion de la banque. Donc, c'est vraiment sécurisé au même niveau que des applications qui sont propres aux banques. On travaille avec un partenaire pour ces connexions-là. Et ça permet plusieurs features. Une des features qui est de faire du cashback en magasin. Donc, on a des partenaires en magasin. Si tu fais une transaction chez eux, on est capable de la matcher à ce marchand grâce au partenariat de rétribuer du cashback à nos utilisateurs. Et on a également une feature qui est de calculer l'empreinte carbone associée à ces dépenses-là. Typiquement, si tu fais une dépense chez Chaussea, donc le secteur de la chaussure, on a une moyenne d'équivalent en kilos de CO2 par euro dépensé. Et donc, ça nous permet de faire une approximation, en tout cas une estimation de l'empreinte carbone de nos utilisateurs. Et on a des features aussi de monitoring de budget qui vont être développées courant d'année. Quelle décision business vous avez déjà prise grâce à la data chez Joko ? Alors, une décision, en tout cas une orientation business qu'on a pris chez Joko, je peux citer l'accent qu'on a mis récemment sur un de nos produits qui est une extension mobile sur iOS, donc sur Safari mobile. Et donc, on a développé ça quand technologiquement c'est devenu possible assez tôt. Et on a vraiment suivi à quel point ça prenait auprès de nos utilisateurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a suivi d'un point de vue data, plus que des features historiques sur lesquels on a moins mis tout de suite des dashboards et du monitoring. Et ça nous a clairement permis d'identifier l'opportunité business qui était liée. Et pour un ordre de grandeur, aujourd'hui, ça représente quelques dizaines de pourcents de notre revenu. Donc c'est vraiment significatif. Et c'est un produit qu'on a développé, amélioré, vraiment grâce à la data, au suivi aussi côté Product Analytics. Et en règle générale, quand on définit nos OKR et nos orientations business, on a vraiment une culture assez data-driven, déjà des fondateurs et qui est aussi répartie sur toutes les équipes. Et donc, c'est généralement des orientations qui sont soutenues significativement par la data, que ce soit des dashboards, des analyses ad hoc qu'on peut faire pour différentes équipes. Et côté machine learning, quelles sont vos applications ? Alors, on a des algorithmes qui tournent, donc plus dans l'équipe tech, donc développement des applications que dans l'équipe data. En data, on est vraiment plus orienté data engineering ou analytics engineering suivant les dénominations et business analytics. Mais côté donc de l'équipe tech, développement vraiment produit, on a des applications pour développer un smart browser, donc bien traiter des pages web, détecter les champs importants, les champs de prix pour détecter notamment les notifications de price drop. On a plusieurs algorithmes qui tournent là-dessus. C'est
des algorithmes de recommandation. Mais l'idée, c'est vraiment d'être une couche sur le browser qui est intelligente et qui comprend la navigation et les pages qu'il traite. Quelles autres applications de la data est-ce que vous avez chez vous ? Alors nous, une application donc côté équipe data qu'on a développée sur les 6 derniers mois, c'est un site dédié à nos partenaires, donc des marchands, c'est notre côté B2B parce qu'on est une plateforme à la fois avec des utilisateurs B2C et des clients qui sont des marchands, qui leur permet d'avoir accès à des insights sur l'évolution de leur part de marché, l'évolution des habitudes de consommation de nos utilisateurs. Alors c'est des données qui sont complètement agrégées, anonymisées. Et donc on a développé ce site et ces dashboards qui sont accessibles par nos marchands. Et ça, on le fait via notre outil de data visualisation. Et c'est une application qu'on a développée récemment et qui se base justement sur les données de transactions qu'on récupère via notre connexion aux différentes banques pour les utilisateurs qui y consentent. Ça vous donne quel avantage compétitif d'avoir toute cette donnée aujourd'hui ? Notre premier avantage compétitif, qui est vraiment au cœur de notre business model, c'est d'être en mesure de faire un targeting pertinent pour les utilisateurs et pour nos marchands, c'est-à-dire de leur permettre de faire des campagnes d'acquisition d'utilisateurs qui n'ont pas dépensé dans les 6 derniers mois ou qui sont des utilisateurs très réguliers et qui souhaitent fidéliser. Donc ça nous permet de vraiment personnaliser les offres, le targeting à nos utilisateurs et leurs habitudes de consommation. Et également, donc j'en parlais juste avant, l'outil de suivi d'insight qu'on a mis à disposition auprès de nos marchands. On ne vend pas ces données, c'est vraiment quelque chose qui vient avec la prestation Joko. Et ça, c'est un avantage compétitif parce qu'on a de la donnée très riche qu'on peut exploiter pour leur permettre d'avoir plus de visibilité sur leur secteur et la manière dont les habitudes de consommation évoluent. D'accord. Oui, alors justement, vous ne vendez pas cette donnée. Quelles sont les sources de revenus, en fait ? Quel est votre business model, finalement ? Alors, c'est un business model qui est assez simple, finalement. C'est qu'une grosse partie de notre revenu vient du cashback actuellement. Donc, typiquement, on est un apporteur de trafic pour des marchands, par exemple Asos ou la Fnac. Et donc, quand un utilisateur passe par Joko pour faire des achats sur ces sites-là ou en magasin, ils sont détectés comme venant de Joko. Donc, nos partenaires nous attribuent une commission qu'on partage de manière égale avec l'utilisateur. Donc c'est vraiment notre source de revenus et la source du cashback que peuvent gagner les utilisateurs grâce à Joko. D'accord. Et on a d'autres sources de revenus, notamment le paiement plusieurs fois, mais qui sont minoritaires versus le cashback. D'accord. Et alors ces insights-là que vous mettez à disposition de vos clients qui sont les clients B2B, on va dire les clients, les entreprises qui font appel à Joko pour le cashback, ces personnes-là accèdent à tous ces insights gratuitement. C'est vraiment un plus pour eux, quoi. Voilà, c'est un plus pour eux, à la fois déjà pour suivre les campagnes d'acquisition, de fidélisation, de réactivation de leurs clients qu'ils mettent en place, et aussi pour avoir des données plus précises sur leurs utilisateurs que nous, on a, encore une fois, on les agrège, qu'on a, mais qu'eux, ils n'auraient pas si un achat était simplement fait en magasin avec un tracking finalement très faible. Alors, du coup, est-ce que tous ces insights permettent à vos partenaires de rester plus longtemps, de continuer avec vous ? Est-ce que vous sentez une influence à ce niveau-là ? Oui, parce que grâce à ces insights-là, on est capable de prouver qu'on peut faire de la réactivation d'utilisateurs qui ont churn, enfin en tout cas qui ne sont plus clients chez eux, et ils ont vraiment un intérêt à les identifier et à travailler avec nous sur des partenariats ciblés et qui ont vraiment de la valeur sur une catégorie d'utilisateurs qui veulent cibler. On a eu des campagnes, par exemple, sur les étudiants ou sur des personnes qui avaient une consommation chez les marchands qui était en train de décroître doucement sans qu'ils aient complètement arrêté de consommer chez l'enseigne. Donc, ça permet également de prouver, nous, qu'on est capable d'avoir cette vue-là à la maille des utilisateurs, de faire un targeting qui est ciblé et de leur apporter vraiment une valeur fine sur un panel qu'ils veulent cibler. Aujourd'hui, dans l'équipe, vous êtes combien de, on va dire, data professionnels ? Et quelle est la composition de cette équipe ? On a des profils un peu data dans 2 équipes. Donc l'équipe de développeurs avec des profils un peu machine learning, data science qui travaillent sur des algorithmes en production sur nos produits. Et on a l'équipe data dont je fais partie. Et dans cette équipe, on est 4 maintenant. Et donc on a pour l'instant des rôles, enfin un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a encore une casquette business analytics avec des analyses ad hoc, mise en place de reporting pour différentes équipes. Et vraiment une grosse partie de notre bande passante aussi qui est dédiée
dédié à des sujets de mise en place de la stack, d'outillage des différentes équipes métiers, qu'on a un peu construites de zéro. Moi, quand je suis arrivée en janvier 2021, j'étais toute seule à l'époque. On avait déjà des briques, on avait un outil de BI, on avait un outil pour faire du SQL, mais il fallait qu'on réussisse à faire passer ça à l'échelle en utilisant des outils pertinents. On a mis en place Snowflake, par exemple, Metabase comme outil de BI. Donc, il y a vraiment ce projet, on est en train de mettre DBT, donc projet de faire une stack, faire une source de vérité dans notre data warehouse qui est fiable et qui scale. Et donc ça, c'est une grosse partie de notre bande passante. Donc ça peut être plus proche du data engineering ou du analytics engineering. On peut voir ça comme ça. Alors, vous traitez des données très personnelles, donc vous êtes concerné par la RGPD qui, depuis quelques années, s'impose en Europe. Qu'est-ce que ça implique pour vous de respecter le RGPD ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors nous, on fait très attention à nos données personnelles. On a une partie de l'équipe technique donc qui s'occupe de ces sujets-là. Notre CFO aussi avec des avocats et des spécialistes du domaine. Un exemple concret de ce qu'on fait, c'est qu'au-delà d'un certain temps, on supprime les données pour nos utilisateurs pour pas garder un historique qui est trop grand. On n'a pas le droit. Mais c'est un chantier sur lequel on fait effectivement très attention parce qu'on a en effet des données personnelles. Et on partage jamais, encore moins vendre des données qui sont pas anonymisées, agrégées. Quelle a été ta plus grande déconvenue que la data aurait pu te permettre d'éviter ? Je pense que plus que des erreurs qu'on aurait pu éviter avec la data, on aurait pu être plus réactif sur certains sujets. Je pense notamment à des sujets de fraude sur lesquels on a mis en place des monitorings qui sont plus précis, des systèmes pour taguer les fraudeurs, les identifier, faire attention à leur comportement. Et on a déjà eu des cas où on aurait pu réagir plus rapidement si on avait eu les bons outils et qu'on avait bien mis en place un monitoring dédié. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé, on peut encore faire des programmes et c'est un exemple qui me vient. La fraude ici, c'est un utilisateur qui prétend avoir eu un achat. Comment on fraude ? Frauder, c'est-à-dire que tu trouves des moyens, soit de bénéficier plusieurs fois d'un cashback ou d'un programme de fidélisation qui est normalement à usage unique. D'accord. Donc souvent, c'est soutenu par des trous un peu dans la raquette de notre côté qu'on solve dès qu'on identifie le potentiel de fraude. D'accord. Mais justement, tout l'enjeu est de détecter suffisamment tôt les fraudeurs les plus malins pour régler ça de notre côté. D'accord, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire grâce à la data. Ok, ouais. Au niveau de l'éligibilité, en fait, on est éligible qu'une seule fois. Et personne ne peut remonter une transaction qui n'a pas eu lieu vu que vous êtes connecté à la banque directement. Oui, mais par exemple sur des programmes des referrals, on a eu déjà des situations de fraude. C'est trouver une manière de parrainer des utilisateurs qui peuvent être des utilisateurs fictifs, où on a déjà eu des cas comme ça. Je pense que toutes les applications qui traitent des rewards monétaires sont confrontées à des situations de fraude et donc tout l'enjeu c'est de les détecter le plus rapidement possible et de bridge technologiquement pour les éviter et c'est vraiment ce qu'on a fait sur ces cas-là. Oui, pour essayer de rentrer un peu dans un exemple, comment est-ce qu'on attaque un truc comme ça ? On va chercher le nombre d'occurrences, on va chercher les nouveaux utilisateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir sur différentes fonctionnalités des dashboards qui permettent de suivre l'usage. Un peu comme sur les outils technologiques, on peut avoir des énormes pics, comme sur des usages, je sais pas, d'AWS, où on peut mettre des alertes pour identifier les outliers et se rendre compte que là, ça nous donne une première alerte qui signale un problème à ce sujet-là. Et ensuite, nous, tout l'enjeu, c'est d'avoir la bonne alerte au bon moment et après de deep diver. Donc ça peut être côté data si on veut regarder plus en détail les utilisateurs, leur comportement passé, etc. Et ça peut être aussi côté technique, côté développement de l'application, identifier le bridge qui a permis ce genre de situation. Quelles sont les limites pour toi de la data et quels sont les pains que vous rencontrez ? Je pense que nous, une limite, en quelque sorte, qu'on a plus d'un point de vue usage, c'est qu'en évoluant en parallèle, en construisant notre stack data et en ayant toujours des applications business, on veut aider les équipes à avoir l'analyse dont ils ont besoin, la query dont ils ont besoin, mais en parallèle, il faut qu'on mise vraiment sur le long terme, donc créer des tables qui sont faciles d'usage pour tout le monde, démocratiser, former toutes les équipes avec des profils plus ou moins techniques à la data. Donc on a vraiment un enjeu de trade-off entre le court terme et le long terme. Et ça peut être une limite forcément quand on construit une stack, de bien réussir à se consacrer à ce qui a le plus d'enjeux et de bien prioriser. Donc c'est quelque chose auquel on s'attelle pour pas créer des points bloquants pour les équipes, mais à moyen terme de leur donner les outils dont ils ont besoin pour utiliser à bon escient et la data et prendre les bonnes décisions eux-mêmes. Pour utiliser la donnée qui vient de plein de sources différentes, les gens des banques différentes, il y a plein de partenaires différents, comment est-ce que vous vous assurez d'avoir quelque chose de standard ? Comment est-ce qu'on arrive ? Est-ce que c'est beaucoup de travail déjà de standardiser tout ça pour pouvoir l'utiliser ? Alors, pour récupérer la donnée de tous nos partenaires, nous, on utilise des services qui sont des agrégateurs
quelque sorte. Par exemple, quand nos utilisateurs connectent leur compte bancaire, ils peuvent être à la BNP, à la Société Générale, dans des néobanques. Et donc, on a un partenaire qui s'appelle Powens et qui fait ce travail vraiment d'agrégation, de regroupement des données dont on a besoin. Et nous, on se connecte à leur service et on récupère la donnée. Alors après, évidemment, on fait des traitements à nos propres tables, mais c'est quelque chose qui nous aide dans cette démarche-là. Alors, pour rentrer dans un exemple dont tu nous as un peu parlé, c'est pour le bilan carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail comment est-ce qu'on calcule le bilan carbone d'un achat en ligne ? Oui, bien sûr. Alors, comme j'expliquais précédemment, on a nos utilisateurs qui connectent leur compte bancaire. Donc ça, on l'avait pour une feature historique qui était le cashback en magasin. Et donc, une fois qu'on accède aux transactions bancaires de nos utilisateurs, on est capable de les associer à un marchand. Par exemple, je donne l'exemple de Chaussea pour la catégorie chaussures. Donc, on associe à un marchand qui est lui-même associé à une catégorie, donc chaussures, voyages, etc. Et donc, avec des données donc, qui peuvent venir de l'INSEE, de l'ADEME, on est capable de calculer par catégorie, donc on souhaite la plus fine possible, des empreintes carbone par euro. Donc, les empreintes carbone, on les mesure en équivalent CO2. Équivalent en grammes de CO2 émis. Et donc, pour reprendre l'exemple de Chaussea, donc ce serait une dépense chez Chaussea de 50 €, ce serait associé à une dépense donc de la catégorie chaussures de 50 €. Et avec ce facteur d'émission, on est capable d'estimer un équivalent en CO2 d'environ 12 kg. D'accord. Aujourd'hui, si Chaussea surperforme par rapport aux autres marchands de chaussures, ils ne pourront pas se distinguer dans votre bilan carbone aujourd'hui. Alors, en effet, nous, c'est une granularité plus fine à laquelle on aimerait aller, à la maille du marchand plus que de la catégorie et encore plus à la maille du produit. Oui. Donc, on voit une tendance actuellement que les marchands ont tendance à être de plus en plus transparents sur ces sujets-là. C'est aussi quelque chose qui tient beaucoup à cœur les utilisateurs, enfin leurs consommateurs qui sont aussi, pour certains de nos utilisateurs. Donc, quand le monde des marchands va plus vite dans cette direction, nous, c'est des données qu'on peut également récupérer et aller à une maille plus fine dans cette fonctionnalité-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire, sur laquelle on veut mettre l'accent d'amélioration de ce produit-là. Aujourd'hui, chez Joko, dans toutes les équipes, qui va utiliser la data, qui va manipuler, qui va être consommateur de data et comment ça se passe ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce qu'ils ont des outils à leur disposition ? Alors, on a beaucoup d'équipes qui utilisent la data chez Joko, même avant la mise en place d'outils qui sont vraiment faciles d'utilisation, comme Metabase récemment. On avait pas mal de gens qui savaient faire du SQL et qui avaient un peu l'appétence à aller fouiller par eux-mêmes dans la data. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans une entreprise de notre taille d'avoir cette culture-là. Et donc, ça va de l'équipe business, donc qui travaille avec les marchands, justement, à personnaliser le targeting, etc. Donc, qui ont besoin, finalement, de toutes ces analyses qu'on peut réaliser avec eux, mais ils sont devenus de plus en plus indépendance sur le sujet. L'équipe produit, donc qui s'attelle à améliorer nos produits, développer des nouvelles fonctionnalités et donc à A/B tester ces fonctionnalités, à monitorer les usages. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font via Metabase et via un outil de Product Analytics dédié qui est Amplitude. Et de manière générale, on a des dashboards qui sont un peu high level et qui sont utilisés pour suivre tout type de sujet. Ça peut être l'évolution de notre revenu, ça peut être l'évolution de l'acquisition d'utilisateurs d'un point de vue marketing. Et donc pour ça, on a Metabase qui est notre outil un peu de référence et qui est utilisé de profils très opérationnels qui ont besoin de prendre des décisions à la maille par exemple d'une offre jusqu'aux fondateurs de Joko qui eux suivent le business d'un point de vue un peu plus macro mais qui utilisent également le même type de support. D'accord. Donc oui, toutes les équipes consomment via Metabase avec différents dashboards plus ou moins adaptés à leurs fonctions. Exactement. L'idée qu'on a derrière ça, c'est de former les équipes. C'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, avec quelqu'un de l'équipe service client, à utiliser, créer eux-mêmes leur dashboard et être vraiment autonome avec notre outil de BI. Donc pour ça, on fait des formations au moment de l'onboarding. Après, nous, on est en support pour faire monter en compétences les différentes parties prenantes pour pas devenir vraiment un bottleneck de toute création de dashboard, toute création d'analyse. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et c'est la philosophie vers laquelle on veut aller. Vous avez des profils non ingénieurs qui ont mis en place des dashboards, ce genre de choses, grâce à cette acculturation data que vous avez mis en place. Est-ce que vous arrivez à les faire utiliser Metabase
Oui, dans la complètement. création. J'ai plusieurs exemples en tête, des exemples côté B2B, donc qui ont créé leur propre dashboard, certains dashboards qui ont été montrés à des marchands, et aussi un exemple récent, donc côté service client, il y a tout un sujet d'améliorer le suivi qu'on a de nos temps de réponse à nos utilisateurs qui soumettent des tickets au service client. Et donc ça, c'est de la donnée qu'on avait dans un outil tiers qui était complètement siloté, qu'on a recoupé dans notre data warehouse, donc qui est Snowflake. Et après, nous, on a vraiment travaillé sur cette partie tuyauterie de données, l'ingestion, la transformation pour laquelle on utilise DBT, pour donner la sortie la plus propre possible à l'équipe service client, et qui, elle, a identifié une personne qui était intéressée par les sujets data, BI, et quelqu'un de mon équipe, du coup, a travaillé en binôme avec elle pour la former, lui montrer comment faire le dashboard Metabase, et ensuite, ça a été itératif, où cette personne qui avait pas un profil ingé, mais était très intéressée et tout à fait capable de travailler sur ces sujets-là, a réalisé elle-même ses dashboards, et donc on a mis en place un process de review sur les cas compliqués ou sur les points bloquants, et ça scale beaucoup mieux parce que ça permet à ces personnes de répliquer le process, de créer d'autres, de l'adapter quand le dashboard devient un peu outdated. Donc c'est vraiment c'est hyper important pour nous, et ça a bien marché sur certains cas, et on veut continuer à faire ça avec toutes les équipes là dans les mois qui arrivent. Ouais. Oui, ça enlève énormément de friction s'ils n'ont pas besoin de venir vous revoir aussi. Oui, complètement. C'est le but, et on réfléchit à des bons moyens de faire de la formation continue, peut-être avec différents niveaux de formation suivant à quel stade la personne en est d'utilisation des outils data, et aussi des formations sur les données qu'on a, comment elles sont agrégées, comment elles sont accessibles. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi de notre côté, de construire un data model le plus propre et le plus structuré possible, avec la donnée de tous les outils qui sont utilisés par les différentes équipes. Donc c'est vraiment un chantier qui est central pour nous et qui va permettre de faciliter la démocratisation de l'usage de la donnée chez Djoko. Ce que tu appelles data model, c'est l'orchestration des différents Ce que j'appelle data model, c'est plus la structuration de notre schéma de données, c'est-à-dire avoir toutes les tables utilisées par la finance accessibles à un endroit, donc avec les différents types de revenus ou de coûts agrégés par temporalité, jour, semaine, mois, avoir la même chose pour le marketing, avoir des métriques d'usage de produits, par exemple avec des utilisateurs actifs, et donc d'avoir toutes ces métriques finalement qu'on suit d'un point de vue business, mais qu'on pourrait industrialiser, automatiser avec une bonne arborescence de données. Et pour ça, on va utiliser vraiment DBT. On a commencé à le faire, et c'est ça qui va rendre ces données beaucoup plus faciles à comprendre et à utiliser dans notre outil de BI sans avoir besoin à aucun moment de faire du SQL. Ok. Quand est-ce que tu es la plus contente de ce que tu fais ? Ce qui est le plus satisfaisant, en tout cas dans le métier qu'on fait en data, c'est de se rendre compte qu'on permet à des équipes de prendre des décisions éclairées, de monter en compétence sur les sujets data et de mieux comprendre leurs utilisateurs et tout ce qui importe pour eux d'un point de vue daily, de prendre des décisions plus rapidement également. Donc c'est vraiment satisfaisant de ce côté un peu enabler, rendre service aux différentes équipes. Moi, j'ai aussi eu la satisfaction de voir l'équipe grandir. On a onboardé une deuxième data analyst, puis un troisième, et là, quelqu'un qui vient d'arriver très récemment. Et ça a vraiment décuplé la puissance de tir, en quelque sorte, qu'on a dans l'équipe pour mettre en place la bonne stack, les bons outils, et continuer à aider les équipes. Et c'est super satisfaisant, surtout dans une entreprise où il y a vraiment cette culture et cette appétence d'utiliser la donnée, de mieux comprendre les usages, les comportements de nos utilisateurs, s'ils aiment ou pas les fonctionnalités qu'on a développées. Donc, travailler dans cet environnement-là, c'est super gratifiant en travaillant en data, qui est par définition une équipe transverse amenée à travailler avec toutes les équipes métiers. Ouais. À l'inverse, quand est-ce que tu es la moins contente de ce que tu fais ? Je pense qu'il y a un trade-off un peu naturel entre en tout cas quand on met en place une stack data, entre le court terme, donc on a envie d'aider tout de suite, de faire la query qui va débloquer la personne à T+1 heure, et on a aussi envie de, à long terme, créer des tables qui sont faciles d'utilisation, de les mettre dans un outil sur lequel les personnes sont formées, peuvent faire les outils eux-mêmes. Donc il y a un peu toujours ce trade-off entre j'ai envie d'aider la personne, peut-être de lui faire son dashboard sur Metabase et la débloquer. Et d'un autre côté, il faut garder en tête qu'on doit dédier une partie significative de notre bande passante au long terme, à la formation, au choix d'outils, à rester cultivé en quelque sorte sur l'écosystème data qui évolue très vite. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on dédie du temps, quitte à parfois faire des arbitrages sur des quick wins qu'on pourrait réaliser. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ?
Si c'était à refaire, peut-être que je me serais penchée sur le sujet du data model plus tôt. Donc en construisant un peu comme je t'expliquais, construisant des tables faciles d'utilisation, agrégées, facilement accessibles par tous les utilisateurs dans l'entreprise via Metabase, peut-être en même temps que la mise en place de Metabase, pour éviter une transition qu'on aura entre beaucoup de questions qui ont été réalisées en utilisant du SQL vers quelque chose de plus drag and drop. Donc ce serait dans l'ordre des chantiers sur lesquels on s'est adressé dans la construction de la stack. Mais sinon, en termes de choix technologiques, parce que c'était les gros enjeux qu'on a eu, c'était des choix technologiques parce qu'on partait un peu... on a tout refait de la stack. Là-dessus, je pense que pour l'instant, on n'est pas à l'abri de changer d'avis à un moment donné, mais je crois que pour l'instant, on est satisfait des outils qu'on a choisis, de la manière dont on les a mis en place. On a beaucoup parlé à des pairs pour faire ça. Moi, j'avais pas un background de 10 ans d'expérience en data avant d'arriver. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a essayé de trouver des solutions en parlant à d'autres personnes qui ont eu les mêmes enjeux à un moment donné et on se rend compte que les enjeux sont très similaires d'une boîte à l'autre. Donc, je pense qu'on est resté, je dirais, modeste sur nos capacités à juger tel outil, telle technologie et à vraiment faire des benchmarks précis et éclairés par d'autres personnes aussi à l'extérieur de Djoko. Donc, on n'a pas eu de gros regrets pour l'instant sur des choix qu'on aurait pu faire trop vite ou mal. Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data ? Une opinion que j'ai sur la data et qui m'a beaucoup frappée chez Djoko, surtout quand j'ai commencé à parler à d'autres entreprises, c'est l'importance de la culture qu'on a. Parce qu'en fait, on peut avoir autant de données, autant de dashboards qu'on le souhaite si les personnes ne sont pas sensibilisées à l'usage de la donnée pour des décisions et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif que de rationnel et de fondé sur des faits. C'est beaucoup plus dur d'avoir un impact en termes d'équipe data sur le reste des équipes. Et nous, on a la chance chez Djoko d'avoir une assez forte culture tech et produit. Alors, on a pas mal de profils ingénieurs, mais même en règle générale, les personnes sont assez sensibles et assez rationnelles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a aider, ça couplé avec de la bonne volonté, parce qu'au début, on n'avait pas tous les outils parfaits, on n'avait pas un data model top, parce qu'en même temps qu'on utilisait la data pour des sujets business analytics, on était en train de mettre en place la stack, et on a vraiment eu des personnes qui avaient parfois des profils pas du tout techniques, et qui mettaient le nez dedans, qui apprenaient le SQL, ou même du Python sur certains exemples d'eux-mêmes, et donc je pense que ça, c'est une chance qu'on a chez Djoko, et qui m'a beaucoup impressionnée quand je suis arrivée. Et évidemment, on veut aller vers une simplification en même temps qu'on grossit de l'usage de la donnée. Mais je pense que c'est un chantier à pas négliger, la partie culturelle et explication, évangélisation sur pourquoi on utilise la data, pourquoi ça a de la valeur pour l'entreprise. Alors, quels sont les chantiers à venir côté data chez Djoko ? Alors, on travaille là sur la mise en place de notre modèle de données. On a mis DBT, donc qui est un outil de data transformation et qui est lié à notre data warehouse Snowflake. On l'a mis en place il y a quelques mois. Et donc ça va... c'est un outil vraiment sur lequel on veut passer du temps pour construire un modèle de données qui est pertinent pour nous. On a également un chantier d'amélioration de la manière dont on load la donnée, donc passer à une situation où on aura de la donnée plus rapidement, donc moins de délai entre l'action utilisateur ou la réception de la donnée dans nos bases de prod et le moment où elles sont accessibles sur nos outils de BI. Et également, qui sera plus optimal en termes de coûts. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Et après, on aura tout un pan à mesure qu'on complexifie les pipelines de données, les jobs, on rajoute des outils tiers qui sont connectés à notre data warehouse. On aura toute une phase de mise en place d'une stratégie de testing, d'alerte sur ces jobs, qu'on garde dans un coin de nos têtes, mais qu'on ne peut pas prioriser tout en même temps. Donc pour l'instant, ce n'est pas un chantier qu'on a beaucoup adressé et qui arrivera sûrement sur Q3. Ok. Et pour Djoko en général, quelle est la suite ? Alors, on a deux grands axes de développement. On a l'axe d'expansion géographique. Donc, en 2023, c'est l'année de l'internationalisation. On a rendu l'app compatible avec l'App Store US. Donc, maintenant, c'est possible de la download aux US. On l'a mis dans la main de quelques utilisateurs qui vont la tester. Et vraiment, on a l'idée d'apprendre sur un petit panel d'utilisateurs avant de déployer des grandes stratégies de launch. Et c'est quelque chose qui est en cours. Et donc, c'est les US, mais ça peut être d'autres géographies à moyen terme. Et côté produit, donc on a un produit sur lequel on mise beaucoup qui est notre extension de navigateur mobile sur iOS. Et donc on est très à l'écoute de l'usage que font nos utilisateurs de ce produit-là pour l'améliorer, ajouter des fonctionnalités dessus. Et on a également donc d'autres fonctionnalités qui vont arriver sur la partie responsibilité, enfin shopping plus responsable. Par exemple, le raffinement de notre
tracking d'empreinte carbone. Et c'est quelque chose qui va arriver là, courant 2023, avec d'autres features, par exemple des features de gift card. Toujours pour aller dans le sens de notre mission qui est de permettre à nos utilisateurs de faire du shopping plus intelligemment, peu importe ce que ça veut dire pour lui, suivant là où l'utilisateur met l'accent, que ce soit du shopping responsable ou le pouvoir d'achat. Toutes les features qu'on développe vont dans cette direction et continueront à aller dans cette direction en 2023. Et bon courage, merci Coralie. Merci à toi Marc. Vous venez d'entendre Coralie Betbélé d'Echelette, lead data chez Joko dans Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Édouard Archambault, CTO de Kili Technology, pour nous parler d'annotation de données. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.